Le gorille. De nos jours, voir un gorille dans un zoo ou à la télévision n'a rien de particulièrement choquant, mais il fut un temps où les gorilles étaient considérés au même titre que le chupacabra, le diable du New Jersey, Bigfoot ou le monstre du Loch Ness. J'ai découvert qu'il y a encore quelques siècles, les gorilles étaient perçus comme des cryptides, c'est-à-dire des animaux dont certains croient à l'existence, mais dont l'existence n'a jamais été prouvée. Pour la plupart de ces créatures, les observations supposées s'avèrent souvent être des canulars. Mais évidemment, dans le cas des gorilles, ce qui n'était au départ qu'une rumeur s'est avéré être vrai. Les explorateurs occidentaux n'ont rencontré des gorilles qu'à partir des années 1500, lorsqu'un explorateur anglais nommé Andrew Battell a été capturé par les Portugais au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Pendant qu'il était retenu captif sur le continent, Battell a décrit d'étranges créatures géantes ressemblant à des singes qui rôdaient parfois autour de son feu de camp. Mais comme il n'avait jamais vu de créatures semblables auparavant, il les a décrites davantage comme des monstres que comme des animaux. La description de Battell a déclenché ce qu'on pourrait appeler une frenzy gorilla dans le reste du monde, avec toutes sortes de rumeurs sur ces créatures prétendument sanguinaires et dangereuses vivant dans des régions exotiques. Au cours des siècles suivants, la fascination pour les gorilles n'a fait que croître à mesure que les explorateurs en Afrique envoyèrent des illustrations de gorilles en Europe, souvent offertes en cadeau à des rois et empereurs. Si vous aviez demandé à un Européen de l'époque ce qu'était un gorille, il l'aurait décrit de la même manière que nous décrivons aujourd'hui Bigfoot ou le chupacabra. Ils étaient davantage considérés comme des monstres mythiques que comme des animaux ordinaires. Ce n'est que plus de 200 ans plus tard qu'un naturaliste américain, nommé Thomas S. Savage, a découvert un crâne de gorille en 1847 lors d'une expédition en Afrique. Ce fut la première preuve tangible de l'existence de ces animaux. Naturellement, cela a déclenché une série de nouvelles expéditions dans la région, et entre 1855 et 1859, un explorateur français, Paul du Chaillu, a confirmé l'existence des gorilles et en a même ramené quelques spécimens morts. Comme Andrew Battell avant lui, Paul du Chaillu a également décrit les gorilles comme des créatures sauvages et sanguinaires, ce qui est resté dans l'imaginaire collectif pendant longtemps. Une quinzaine d'années plus tard, des explorateurs allemands ont ramené un bébé gorille d'Afrique à Liverpool, aménageant même des serviettes sur le bateau pour qu'il puisse se balancer et s'amuser durant le long voyage. Comme vous pouvez l'imaginer, dès l'arrivée du navire à Liverpool, les gens ont afflué vers l'hôtel où le gorille aurait été gardé pour tenter d'apercevoir cette créature autrefois mythique. À leur grande déception, Pongo, le gorille, n'était pas le monstre massif et violent qu'ils avaient imaginé, mais plutôt un mignon petit gorille de 2 ans qui adorait jouer avec des chiens. Quelques années plus tard, en 1902, un explorateur allemand nommé Robert von Behring a tué 2 gorilles des montagnes, bien plus imposants que le bébé ramené par les précédents explorateurs allemands. Ce fut vraiment la première fois que le public put comprendre à quoi ressemblait un gorille adulte de taille normale. C'est assez fou de penser qu'à une époque, ces animaux, que nous voyons maintenant comme normaux, étaient considérés comme des monstres légendaires. De manière intéressante, en regardant de près les recherches, on découvre de nombreux autres animaux que nous considérons aujourd'hui comme ordinaires, mais qui ont longtemps été rejetés comme des canulars, notamment les kangourous, les ornithorynques, les calmars géants et les dragons de Komodo. Avec autant de mythes qui se révèlent vrais, cela donne vraiment à réfléchir sur le nombre d'animaux qui existent encore sans que nous en ayons la moindre idée. Des citoyens japonais disparus. Une nuit de juin 1978, une mère célibataire de 22 ans, Yaeko Taguchi, travaillait lors de son service habituel au cabaret Hollywood, à Tokyo, au Japon. Après avoir terminé son service autour de minuit, Yaeko sortit du cabaret par la porte d'entrée et ne fut plus jamais revue. Au début, personne ne pensa qu'il s'était passé quelque chose de grave. En fait, plusieurs années plus tard, son manager fut interrogé et il affirma que tout le monde avait cru qu'elle avait démissionné lorsqu'elle n'était pas revenue. À cette époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles plusieurs espions nord-coréens travaillaient sous couverture au Japon, cherchant à enlever des citoyens innocents pour les retenir en otage en Corée du Nord. Cependant,
Le gouvernement japonais considérait cela comme une simple théorie du complot qui ne pouvait pas être vraie. Tristement, l'affaire de la disparition de Yaeko se refroidit, et ce n'est que près d'une décennie plus tard qu'un indice sur sa localisation émergea à la suite d'une chaîne d'événements perturbants. En novembre 1987, alors que la Corée du Sud se préparait à accueillir les Jeux Olympiques à Séoul, un avion de Korean Airlines explosa en plein vol au-dessus de la mer d'Andaman, tuant 115 personnes innocentes. Lors de l'enquête, il fut révélé que 2 agents nord-coréens, agissant sous des ordres directs du gouvernement nord-coréen, avaient planté une bombe dans un compartiment de rangement avant de descendre à la première escale à Abu Dhabi. Alors que les autorités se rapprochaient des 2 suspects, l'un d'eux se suicida en fumant une cigarette empoisonnée au cyanure, mais le gouvernement sud-coréen réussit à arrêter l'autre agent responsable de l'attaque. Lors de son interrogatoire, il fut révélé qu'elle s'était entraînée pour cette mission pendant 6 ans, et qu'au cours de 3 de ces années, elle avait été associée à Yaeko Taguchi, qui lui avait appris à parler et à agir comme une japonaise, afin de passer inaperçue. Comme il fut révélé plus tard, Yaeko n'était pas la seule femme à avoir été kidnappée par le gouvernement nord-coréen. À ce jour, 17 citoyens japonais ont été officiellement confirmés par le gouvernement japonais comme ayant été enlevés par la Corée du Nord entre 1977 et 1983. De manière inquiétante, beaucoup d'entre eux ont été enlevés sans honte en pleine journée et jetés sur un bateau en direction de la Corée du Nord. On pourrait penser que les victimes étaient impliquées dans des activités suspectes qui les ont mises sur le radar du gouvernement nord-coréen, mais les enquêtes suggèrent en réalité que la plupart d'entre elles étaient des citoyens ordinaires qui se trouvaient simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Une femme a été capturée alors qu'elle se rendait à un cours de tricot, et 2 autres ont été enlevées lors de vacances en Europe. Une autre, une fille de 13 ans, a été enlevée alors qu'elle rentrait de l'école. Certaines de ces victimes ont été enlevées pour des raisons de vol d'identité, tandis que d'autres, comme Yaeko, ont été emmenées de force en Corée du Nord pour enseigner la langue et la culture japonaise aux espions nord-coréens. Après que les enlèvements ont été confirmés sans l'ombre d'un doute, le gouvernement nord-coréen n'a eu d'autre choix que de s'excuser publiquement, mais il a affirmé que seulement 5 des 17 victimes d'enlèvement étaient encore en vie. Au cours des années suivantes, le gouvernement nord-coréen a envoyé ce qu'il prétendait être les restes incinérés de certaines des victimes décédées vers le Japon. Cependant, comme les tests ADN l'ont rapidement révélé, presque tous les restes étaient faux, ce qui a conduit le gouvernement japonais à croire que beaucoup plus de victimes étaient encore en vie. Jusqu'à ce jour, le gouvernement nord-coréen s'en tient à sa version des faits, affirmant qu'il n'y a que 13 victimes d'enlèvement, et que celles qui sont encore en vie ont été renvoyées saines et sauves au Japon. Choquantement, bien que le gouvernement japonais ait officiellement confirmé 17 enlèvements, la liste des victimes potentielles suggère que le nombre réel pourrait atteindre 800. Tristement, étant donné la situation politique actuelle, il est peu probable que nous découvrions jamais l'ampleur totale de ces enlèvements, ni que le gouvernement nord-coréen soit réellement tenu responsable de ces crimes horribles. Les vagues scélérates. Les marins ont souvent la réputation d'inventer des histoires qu'ils prétendent avoir vécues en mer, et comme personne n'est là pour contester leurs affirmations, ils s'en tirent parfois avec des récits incroyables. Pendant des siècles, des marins du monde entier ont parlé de vagues monstrueuses qu'ils auraient vues en pleine mer, des vagues qui atteindraient apparemment plus de 30 mètres de hauteur. En 1826, un capitaine français affirma avoir vu une vague de 33 mètres de haut dans l'océan Indien. Bien qu'il ait été accompagné de 3 marins qui soutenaient ces dires, à son retour sur le continent, il fut publiquement ridiculisé par la communauté scientifique, car on croyait alors qu'il était impossible qu'une vague dépasse les 9 mètres. Pendant longtemps après cela, des dizaines de personnes continuèrent à affirmer avoir vu ces vagues monstrueuses en mer. Mais faute de preuves réelles, autres que des témoignages oculaires, l'existence de ces vagues tomba dans la catégorie des légendes urbaines ou des théories du complot. Dans les années 1980 et au début des années 1990, la plateforme Draupner fut installée en mer du Nord, au large de la Norvège, pour extraire du gaz naturel. Dans le cadre du protocole mis en place pour vérifier si la plateforme était stable,
et capable de résister aux mers agitées, un enregistreur de hauteur de vague fut installé sur la structure. Le jour de l'an 1995, le capteur enregistra une vague de 25,5 mètres, ce qui servit de première véritable preuve de l'existence des vagues scélérates. Après cet incident, beaucoup de gens commencèrent à se demander combien de marins, dans le passé, avaient été victimes de ces vagues monstrueuses. Ce qui est encore plus troublant, c'est qu'il y avait probablement des centaines de marins disparus à travers le monde qui avaient rencontré une vague scélérate, aussi appelée vague monstre ou vague de folie. Mais comme la plupart des personnes ayant rencontré ces vagues de 30 mètres ne survivaient généralement pas pour raconter leur histoire, leurs témoignages sombrèrent avec eux dans les profondeurs de l'océan. Depuis la vague Dropner de 1995, l'intérêt pour les vagues scélérates n'a cessé de croître au sein de la communauté scientifique. Il y a quelques années, un professeur de l'Université nationale australienne a estimé qu'à tout moment, il y a environ 10 vagues scélérates actives dans les océans du monde. À ce jour, une vague scélérate est généralement définie comme une vague qui est 2 fois plus grande que les vagues les plus hautes qui surviennent dans une zone particulière. Et bien que la cause exacte des vagues scélérates soit encore en cours d'investigation, il est généralement accepté que ces vagues monstrueuses apparaissent lorsque 2 crêtes de vagues se rejoignent au même moment, créant une vague massive capable de couler même les plus grands navires et plateformes pétrolières. Il est intéressant de noter que l'on a aussi découvert que des vagues scélérates pouvaient se produire dans de grands lacs. En 1975, un cargo nommé le SS Edmund Fitzgerald sombra dans le lac supérieur dans des circonstances assez mystérieuses, avec de nombreuses personnes dans la communauté scientifique élaborant toutes sortes d'hypothèses pour expliquer l'incident. Ce n'est que plusieurs années plus tard que les scientifiques commencèrent à théoriser que le navire aurait pu être victime de 3 vagues scélérates consécutives. Un phénomène appelé les 3 sœurs, où la première vague déstabilise le navire, la deuxième frappe le pont du navire avant qu'il puisse se stabiliser, et la troisième surcharge le navire avec plus d'eau qu'il ne peut en contenir. Si cela était vrai, cela pourrait aussi expliquer le naufrage mystérieux d'autres grands navires dans les océans du monde entier au cours des derniers siècles, mais cela pourrait être un peu plus difficile à prédire. Alcool empoisonné. En janvier 1920, le 18e amendement de la Constitution des États-Unis a été ratifié avec succès, déclenchant une période de 13 ans connue sous le nom de prohibition, au cours de laquelle la production, la vente et le transport d'alcool étaient interdits. Pendant cette période, le gouvernement a appliqué des mesures très strictes pour empêcher la contrebande d'alcool, ce qui a permis au marché noir de prospérer de manière spectaculaire. C'était pratiquement un terrain de jeu pour la mafia. Dès qu'un bar clandestin était démantelé par les autorités, un autre ouvrait en quelques jours. Alors que tout cela se déroulait, des rumeurs inquiétantes circulaient, selon lesquelles le gouvernement américain aurait pris des mesures extrêmes pour empêcher la consommation d'alcool. Parmi ces accusations, on prétendait que le gouvernement empoisonnait intentionnellement l'alcool afin de rendre malades ceux qui en consommaient. Pendant un moment, cela relevait plutôt de la théorie du complot, mais les choses ont changé brutalement le jour de l'an 1927, lorsque 41 personnes sont mortes d'un empoisonnement à l'alcool à l'hôpital Bellevue de New York. Les autopsies ont révélé que beaucoup des victimes avaient consommé du méthanol industriel, également appelé alcool de bois, qui peut être fatal même à faible dose. En réalité, le gouvernement obligeait les entreprises à dénaturer l'alcool industriel pour le rendre impropre à la consommation depuis 1906, bien avant la prohibition. Cependant, lorsque la répression contre l'alcool a commencé, le gouvernement a ordonné à ces entreprises d'ajouter de la quinine, du méthanol et d'autres produits chimiques toxiques pour décourager la consommation d'alcool détourné. L'idée était que si les trafiquants du marché noir savaient que leur alcool avait été empoisonné, ils n'oseraient pas le distribuer, connaissant les dangers pour leurs clients. Mais le gouvernement n'a apparemment pas pris en compte le fait que la demande d'alcool à l'époque était absolument folle, et que les trafiquants se moquaient de savoir si leurs clients vivaient ou mouraient après avoir consommé leurs produits. Ce n'est qu'en décembre 1933, 6 ans après l'incident de Bellevue, que le gouvernement fédéral a finalement adouci ses politiques d'abstinence strictes envers l'alcool.
Mais à ce moment-là, des milliers d'Américains avaient déjà été empoisonnés par de l'alcool contaminé. Pistolet à crise cardiaque. Dans les années 70, un journaliste nommé Seymour Hersh publia un article dans le New York Times dans lequel il accusait la CIA d'avoir tenté d'assassiner plusieurs politiciens étrangers et américains qu'elle considérait comme des dissidents anti-guerre. À la suite de ces accusations, le Sénat des États-Unis ouvrit une enquête sur la CIA pour des abus présumés d'actions secrètes, ce qui aboutit à la publication de 14 rapports sur des abus majeurs commis par la CIA, le FBI et la NSA. La majorité de ces rapports incluent des accusations de crimes tels que l'ouverture et la resealing du courrier privé des citoyens américains pendant plusieurs années et la surveillance illégale des activistes du mouvement des droits des Noirs. Bien que ces accusations soient évidemment très graves, elles paraissaient insignifiantes en comparaison d'une accusation ou théorie du complot particulière qui prétendait que la CIA avait développé un pistolet capable de tirer un poison par un dart sur plus de 300 pieds, tuant la personne et ne laissant aucune trace sur la cause de la mort. Comme il a été révélé plus tard, cette théorie s'est avérée être vraie. Et le développement du pistolet à dart empoisonné n'était qu'une partie du programme appelé MK Naomi, par lequel la CIA cherchait à développer des armes pour la guerre biologique. En 1975, William Colby, directeur de la CIA à l'époque, dut témoigner devant le comité chargé d'enquêter sur l'agence. Lors de son interrogatoire, il affirma que la CIA avait développé toute une série d'armes biologiques dans le cadre d'un plan visant à éliminer les dirigeants allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que leurs recherches avaient continué bien après la guerre. Il mentionna également que le pistolet à dart empoisonné était presque totalement silencieux en raison de la batterie logée dans la poignée et qu'il avait été spécifiquement conçu pour que la cible ne ressente rien de plus qu'une piqûre de moustique lorsque le dart frappait. Il est intéressant de noter que l'agence avait utilisé une toxine provenant d'un coquillage afin qu'il soit impossible pour quiconque de déterminer la cause du décès, ce qui conduisait les médecins légistes à croire que la victime avait subi une crise cardiaque inexpliquée. Il n'aidait pas les pathologistes que le dart était conçu pour fondre à l'intérieur du corps, de sorte qu'il ne laissait qu'une petite marque rouge à l'endroit où il était entré dans la victime. Lorsqu'on lui demanda si le pistolet à crise cardiaque, comme il était surnommé, avait jamais été utilisé sur quelqu'un, le directeur affirma qu'il n'avait été utilisé que pour des expériences et qu'il n'y avait aucun enregistrement d'une utilisation réelle. Dans le cadre de l'enquête, la CIA dut remettre le pistolet au comité et il existe quelques photos assez surprenantes du comité analysant le pistolet pendant que William Colby répond à leurs questions à son sujet. Normalement, on s'attendrait à voir un objet comme le pistolet à crise cardiaque dans un film d'espionnage. Et c'est assez fou de penser qu'ils auraient probablement pu l'utiliser impunément pour des fins inconnues si l'enquête n'avait pas eu lieu. C'est aussi assez dingue de penser que si c'est le genre de choses qu'ils développaient dans les années 70, imaginez le genre de technologie qu'ils ont aujourd'hui. De manière inquiétante, l'audience fut la seule fois où le pistolet à crise cardiaque fut montré publiquement, et à ce jour, on ignore ce qu'il est advenu après l'enquête.